Voilà, on est parti sur un petit vrai-faux sur le questionnaire de Roger Mansuy, espace euclidien, deuxième du nom, hein, donc il est ici. Je vous laisse y aller hein, avec www.rogermansuy.fr/hx2 et puis après vous allez ici dans espace euclidien 2. Le 1 a déjà été fait. Voilà. Alors là, effectivement, c'est un vrai 2. Hein, ça parle d'adjoint, du noyau de l'adjoint, de matrice orthogonale, de matrice symétrique, de racine carrée d'une matrice symétrique. Donc, on va balayer un certain nombre de grands classiques. Alors, tout d'abord, l'adjoint d'un endomorphisme est une forme linéaire. Non, hein. L'adjoint d'un endomorphisme, c'est un endomorphisme. Alors, on est en train de parler, attention, hein, de l'adjoint d'un endomorphisme d'un espace euclidien, et il est défini par la forme f étoile de x, virgule y est égal à x, virgule f de y, si f est l'endomorphisme. Donc, c'est un peu comme la transposée, hein, c'est le même principe que la transposée hein, d'un endomorphisme, sauf qu'on reste à l'intérieur du même espace E au lieu d'en faire un endomorphisme du dual. Sinon, c'est le même principe. Donc là, c'est faux, hein, bien sûr. Pour tout endomorphisme f d'un espace euclidien, f étoile étoile égale f. Ben oui, oui, c'est évident. Hein. Par symétrie, hein, c'est la symétrie de la forme du produit scalaire qui fait jouer ça. Et donc, on va montrer, en faisant un calcul de deux manières, que f étoile étoile de x, virgule y est égal à f de x, y pour, pour tout x et tout y. Et donc, f étoile étoile de x est égal à f de x pour tout x, et dans un deuxième temps, f étoile étoile de f est égal à f. Voilà, donc ça c'est vrai. La matrice de f étoile est la transposée de la matrice de f. Alors attention, c'est vrai que si on est en base orthonormée, bon, ça demande peut-être un petit travail, je vais vous le montrer. Donc regardez, si f est un endomorphisme d'un espace euclidien E, E une base, S souligné, une base, et S la matrice de la forme euclidienne hein, dans la base, de sorte que quand on fait x, y, petit y, ça fait grand X transposé S grand Y. Donc, alors, l'égalité, donc l'égalité de la définition de F étoile, hein, ça va donner matriciellement dans la base E, vous voyez, j'appelle B hein, la matrice de F étoile dans E, j'appelle A la matrice de F dans E, et donc ça va donner BX transposé SY, hein, donc, parce que S c'est la matrice de la forme euclidienne. Donc la base n'est pas censée être orthonormée, hein, parce que dans l'énoncé elle était orthonormée, est égal à X transposé S à Y, voilà, hein, donc c'est ça, droite. Alors il faut savoir manier ça, d'abord la transposer, ça va nous donner X transposé B transposé SY est égal à X transposé S à Y. Et là maintenant, on peut prendre pour... Alors attention, hein, il ne faut pas simplifier par X et simplifier par Y. Ça, ce serait une hérésie, hein, parce que X transposé et Y ne sont pas inversibles. C'est des vecteurs lignes ici, une vecteur colonne, donc ce n'est pas inversible, on ne peut pas inverser. En revanche, on peut poser x égale EI, y égale EJ. Donc ça, c'est les vecteurs colonnes hein, canoniques. Hein, avec i, il y a un 1 sur la ième ligne du vecteur colonne et des zéros ailleurs. Et quand on va faire x égale EI, y égale EJ, ici, on a le coefficient IJ de la matrice B transposée S. Et là, on a le coefficient IJ de la matrice SA. Et comme c'est vrai pour tout IJ, ça veut dire que B transposé S est égal à SA. Alors ça va impliquer, alors je vous rappelle que comme S
c'est la matrice d'une forme euclidienne, donc non dégénérée forcément dans une base, S est inversible, et donc B transposé est égal à S à S-1, et comme S est symétrique forcément, puisque c'est la matrice d'une forme bilinéaire, symétrique, on va avoir B est égal à, alors attention, la transposée, ça va, c'est un anti-automorphisme, donc ici on va avoir S-1 transposé, mais S-1 transposé c'est S-1, et à droite on va avoir S transposé, mais S transposé c'est S, et au milieu on va avoir A transposé. Donc on retrouve en fait, quand on pose S égale l'identité, ça veut dire quand on pose que la base E est orthonormée, hein, c'est ça, eh bien on va retrouver que B est égal à A transposé. Donc ça c'est vraiment important de savoir le faire, hein. Donc là c'était faux. Bon alors là, ker de F étoile est égal à im de F orthogonal. Bon, on peut le faire avec une inclusion de la gauche vers la droite. On prend y dans ker de F étoile. Et on va prendre un élément de im de f, donc on va l'écrire f de x. Et donc il faut montrer que y virgule f de x est égal à 0, comme ça on aura l'orthogonalité, on aura l'inclusion. Donc effectivement, hein, y virgule f de x est égal à f étoile de y virgule x, et comme f étoile de y est égal à 0, parce qu'on a pris y dans le noyau de f étoile, ça va bien faire 0, x et donc 0. Bon, donc ça c'est facile. Et puis après, ben, on a une égalité évidente des dimensions. Alors, pourquoi? Parce que le rang de f étoile est égal au rang de f. Donc, la dimension du noyau, c'est pareil que pour f. Et on a encore la dimension de im de f, c'est n moins la dimension du noyau de f, et donc l'orthogonale de im de f, ça va être à nouveau la dimension du noyau de f. Donc on a bien égalité des dimensions. Voilà. Et inclusion, donc là c'est vrai. La composition de deux endomorphismes auto-adjoints est un endomorphisme auto-adjoint. Eh bien non, parce que quand on va prendre les deux endomorphismes auto-adjoints, f rond g, et qu'on va faire f rond g étoile, c'est facile de voir que ça fait G étoile rond F étoile. Alors ça se démontre toujours de la même manière en utilisant la propriété de étoile et en utilisant qu'on a une forme non dégénérée. Toujours pareil, hein. Bon, alors bien sûr on a une forme euclidienne, donc une forme euclidienne elle est non dégénérée, mais c'est sur la non dégénérescence que ça va s'accentuer. Donc ici on va avoir G rond F étoile égale F étoile rond G étoile. Donc F rond G, puisque F et G sont auto-adjoints, et on n'a pas dit qu'ils commutaient. Alors, s'ils commutent, effectivement, ça va être auto-adjoint, mais là, ça ne commute pas, donc là, c'est faux. Tout endomorphisme auto-adjoint d'un espace euclidien est diagonalisable. Tout automorphisme auto-adjoint d'un espace euclidien est diagonalisable. Alors là, c'est vrai. Là oui, parce que il va être auto-adjoint, ça veut dire qu'il est symétrique, hein, en quelque sorte, dans une base orthonormée. Donc c'est finalement le théorème spectral. On a l'existence d'une base orthonormée, hein, on va dire par Gram-Schmidt, et dans une base orthonormée, auto-adjoint, ça veut dire que la matrice elle est symétrique, donc ça va être diagonalisable dans une autre base orthonormée, mais voilà. Donc ici, c'est vrai. S appartient à Sn de R, il existe R tel que S égale R au carré. C'est même pas vrai pour n égale 1. Vous prenez la matrice moins 1, et il n'y a pas de matrice 1, 1 qui au carré donne moins 1. En fait, ça va être vrai que si S est positif. Pour tout S, ben voilà, S dans Sn plus de R, il existe R tel que S égale R carré. Bon, ben oui. En fait, l'idée, c'est de diagonaliser S par le théorème spectral, donc dans une base orthonormée. Donc, on a S égale P fois D fois P-1, avec P-1 égale P transposé. Et donc, il se trouve que D est une diagonale d'éléments tous positifs. Et donc, il suffit de prendre R égale à P
fois la diagonale des racines carrées de tous les éléments positifs qu'il y avait dans la diagonale de D, fois P-1. Et donc, on vérifie qu'au carré, bien sûr, ça va donner S, parce que la matrice diagonale dont on a pris les racines carrées, voilà, quand on va mettre au carré, on va retomber sur la matrice diagonale du début. Et ensuite, il faut quand même vérifier que R est bien dans Sn. Ben oui, parce que P-1 est égal à P transposé. Et donc, on vérifie que c'est ça qui fait que R appartient à Sn, et que c'est dans Sn+. Ben oui, parce que elle est diagonalisable avec des valeurs propres toutes positives, puisqu'on a pris les racines carrées positives. Donc ça, c'est vrai. Un endomorphisme est orthogonal si et seulement si il transforme toute paire de vecteurs orthogonaux en une paire de vecteurs orthogonaux. Bon, ben non, parce que vous allez prendre une homothétie. Toute paire de vecteurs orthogonaux va être transformée en une paire de vecteurs orthogonaux. Donc, alors qu'une homothétie, c'est pas du tout orthogonal, parce que ça ne transforme pas une base orthonormée en une base orthonormée. Ça transforme une base orthonormée en une base orthogonale, mais pas orthonormée. Donc là, c'est faux. Une matrice M est orthogonale si et seulement si M transposé égale IN. Ben oui, c'est presque la définition. Presque. Une matrice M est orthogonale si et seulement si M transposé M égale IN. Alors, c'est assez amusant parce qu'on peut tourner en rond pendant pas mal de temps si on essaie de prendre la transposée de ça. Effectivement, si on prend la transposée de la première égalité, on va avoir encore M à gauche et M transposé à droite. Et donc, on peut se demander comment on peut passer de cette formule-là à cette formule-là, alors que c'est très simple. Alors, regardez, vous prenez M transposé égale identité, et maintenant, vous prenez l'inverse des deux côtés. Donc là, l'inverse, c'est un anti-automorphisme, donc on va avoir M transposé moins 1 fois M moins 1 égale l'inverse de l'identité, qui est aussi l'identité. Maintenant, vous passez de l'autre côté, donc vous multipliez par M transposé à gauche, par M à droite, et ça va faire M transposé M égale identité. Voilà, c'est assez rigolo, ça vaut le coup de le voir. Alors, donc une matrice triangulaire orthogonale est diagonale. Ben oui, c'est vrai. Le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est vous allez écrire, bon, elle est triangulaire, donc vous allez écrire elle s'appelle T, d'accord, et vous allez écrire qu'elle est orthogonale, donc T transposé est égal à T moins 1. Mais imaginons qu'elle soit triangulaire supérieure, bon, bah, ça veut dire que T transposé est triangulaire inférieur et T-1 est triangulaire supérieur, puisqu'elle est du même côté. Donc ça fait que quand on a égalité entre les deux, elle est diagonale. Donc là, c'est vrai. Toute matrice inversible est le produit d'une matrice orthogonale et d'une matrice triangulaire supérieure. Ben oui. Donc voilà, si M, c'est la matrice inversible en question, on va dire que c'est la matrice de passage de la base canonique vers la base E soulignée, en colonne. Le procédé de Gram-Schmidt, il va donner une nouvelle base, mais cette fois-ci orthogonale F, et donc finalement une matrice orthogonale Q, puisque la base, donc quand on va écrire F dans la base canonique, voilà. Et aussi, le procédé de Gram-Schmidt donne une matrice de passage T, qui elle est triangulaire supérieure, et qui va de E vers F. Donc par une espèce de relation de Schall de matrice de passage, on a Q égale MT, et M est donc égal à QR avec R égale T-1. Donc on a bien une décomposition d'une matrice orthogonale et une matrice qui est triangulaire supérieure, parce que R, c'est l'inverse d'une matrice triangulaire supérieure. On peut d'ailleurs ajouter que si on choisit T comme le procédé de Gram-Schmidt nous l'apporte, c'est-à-dire avec des positifs, des réels positifs sur la diagonale, alors cette décomposition est unique. C'est pas difficile à démontrer, c'est toujours la même façon de démontrer l'unicité d'une décomposition en passant ce qu'il faut là où il faut. Qui se ressemble, ça semble.
Alors, les matrices orthogonales diagonalisables sont les matrices des symétries orthogonales. Alors ça, ben, oui, parce qu'une matrice orthogonale diagonalisable, ben, forcément, comme elle est diagonalisable, elle va s'écrire, elle va être semblable à une matrice diagonale, mais les valeurs propres sont réelles, bien sûr, parce que c'est diagonalisable sur R, hein, je suppose. Et comme elles sont orthogonales, bah forcément, ça peut être que 1 ou moins 1, les valeurs propres, puisque ça doit respecter la norme. Donc, déjà, ça va être une symétrie, parce qu'un endomorphisme qui est diagonalisable avec 1 ou moins 1 comme seule valeur propre, c'est une symétrie, hein, ça va vérifier S2 égale identité. Et maintenant, c'est facile de voir que c'est une symétrie orthogonale. Alors pourquoi? Parce qu'on va prendre V, on va appeler U un vecteur tel que SU égale U, et V un vecteur tel que SV égale moins V. Et donc on va avoir ben, SU, SV, ben, d'une part c'est égal à moins UV, mais comme S est orthogonal, ça va être aussi égal à UV. Donc UV est égal à moins UV, donc UV égale 0, puis voilà. Voilà, donc là c'est vrai. Les projections orthogonales sont des endomorphismes orthogonaux. Eh bien non, parce que, a priori, non. Hein, les projections, ce n'est pas des endomorphismes orthogonaux, parce qu'ils ne vont pas vérifier P transposé P égale identité, parce que P n'est pas inversible. Donc ça, c'est faux. Les symétries orthogonales sont des endomorphismes orthogonaux. Ben, oui, oui, oui. Pourquoi? Ben parce que vous allez prendre une symétrie orthogonale, donc elle va être diagonalisable en base orthonormée. Donc les sous-espaces propres, ça va être les sous-espaces, ça va être les invariants et les anti-invariants. Hein. Donc le sous-espace propre pour la valeur propre 1 et pour la valeur propre moins 1. Comme c'est une symétrie orthogonale, ben, ces deux sous-espaces propres sont orthogonaux. Donc vous prenez une base orthonormée du premier sous-espace et une base orthonormée du second sous-espace. Et vous voyez que la symétrie orthogonale va transformer cette base orthonormée en une base orthonormée. Donc la première base orthonormée du premier sous-espace va rester fixe et l'autre va être opposée, mais ça va rester orthonormé. Je vous rappelle qu'un endomorphisme orthogonal, il est caractérisé par le fait qu'il existe au moins une base orthonormée qui est transformée en une base orthonormée. Donc là, c'est vrai. O2 est un sous-groupe fermé de GL2E, donc oui, alors c'est un sous-groupe. Bah oui, parce que le fait de respecter la base, c'est stable par la loi Ron. Et l'inversion, bon, pareil. Hein. Donc ça, c'est facile. Fermé, bah oui, parce que M transposé, l'application qui a M donne M transposé M n'est constituée que de multiplications. Donc c'est des multiplications et des additions, donc c'est continu. Hein. Et donc, O de E, c'est l'image inverse pour cette application de l'identité, donc d'un fermé, puisque c'est un singleton. Et donc, ça va être effectivement un sous-groupe fermé, comme image réciproque d'un fermé par une application continue. SOE est un sous-groupe fermé de GL2E, bah oui, puisqu'on prend l'intersection avec le déterminant égale 1, comme le déterminant est continu. SL est fermé et SL inter O est fermé. Et c'est un sous-groupe évidemment, parce que le déterminant c'est un morphisme. D'ailleurs, SOE est un sous-groupe distingué de OE. Ceci, ça c'est une matrice orthogonale. Bon, bah, c'est facile de voir que c'est une matrice qui vérifie M transposé M égale identité. D'ailleurs, vous voyez que bah, vous le voyez par exemple parce que regardez en vertical, en colonne, hein, cosinus carré plus sinus carré, ça fait 1. Là, vous faites pareil, vous faites la norme ici, ça fait 1. Et puis, quand vous faites le produit scalaire des deux colonnes, ça fait 0. Donc, ça transforme bien la base canonique,
qui est orthonormée pour la forme euclidienne canonique en une base orthonormée. Vous voyez aussi que le polynôme caractéristique, c'est x2 moins 1, parce que la trace est nulle et le déterminant est égal à moins 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va être une symétrie orthogonale. Toute matrice comme ça est de la forme, s'écrit de cette forme-là. Ouais, parce que comme on est dans O2 de R, soit donc le premier vecteur colonne, il va forcément être de norme 1, donc il va être paramétré comme tous les vecteurs de norme 1 par un θ, sous la forme cos θ et sin θ, c'est la paramétrisation. Hein. Et donc l'autre qui doit être à la fois de norme 1 et orthogonale, il y a deux possibilités, soit c'est l'orthogonale directe, et donc dans ce cas-là c'est moins sinus θ cosinus θ, soit c'est l'orthogonale indirecte, donc c'est sinus θ moins cosinus θ. Et comme on n'est pas dans SO2, c'est l'orthogonale indirecte, c'est-à-dire le déterminant va être égal à moins 1, et là, ça va être pour tout m dans O2 de R, et tout P ici, PM, P-1 est égal à M. Non, alors attention, SO2, ce sont les rotations vectorielles du plan. Donc, c'est commutatif. Mais en revanche, si on prend M dans SO2, là, ce serait vrai. Mais si on prend dans O2 moins SOR, alors c'est PM, P-1 est égal à M puissance moins 1. D'accord ? Une symétrie, ça va transformer une rotation en la rotation inverse. Donc là, c'est faux en général. Voilà, et c'est terminé.